Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h20, merci d'être avec nous. Vous voulez tout savoir sur les familles d'écologie. Les 7 écologies aux éditions de l'Observatoire avec Luc Ferry qui est avec nous ce matin, philosophe et ancien ministre. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame. Bon, Luc Ferry, donc vous alertez, à travers ce livre, vous alertez sur tous les courants écolos qui traversent notre société, pas seulement d'ailleurs en France, mais également dans le monde. Alors de ceux qui prévoient l'effondrement aux éco-modernistes qui sont eux plus positifs et que là vous avez tendance plutôt à plébisciter, à soutenir quoi. Oui, c'est un jeu de cette famille. Pourquoi vous avez voulu nous décrire ce jeu de cette famille des écologistes? Pour deux raisons. D'abord parce que parler de l'écologie au singulier n'a plus aucun sens aujourd'hui. C'est pas entre écolo et anti-écolo que les débats ont lieu. Tout le monde est écolo aujourd'hui. Personne ne veut que d'une planète pourrie et d'enfants malades. Donc on est tous des écologistes. Mais c'est à l'intérieur de l'écologie qu'il y a des courants qui sont, par exemple, très hostiles au productivisme, à la croissance, au capitalisme, qui sont des courants au fond anticapitalistes, disons les choses clairement, qui soient catastrophistes ou qui soient pour la décroissance, sont des courants antiproductivistes. Vous avez des courants ddérés, ça plaît en général aux chefs d'État et aux chefs d'entreprise, c'est la croissance verte et le développement durable. Et donc en général c'est de la décroissance molle, c'est-à-dire que ça prive un peu les libertés et puis c'est pas très efficace. Par exemple, on va vous dire prenez pas l'avion pour aller à Nantes ou de Paris ou à Bordeaux. Donc et en vérité ça brime un petit peu les gens, mais c'est même pas le millième de l'épaisseur du trait en matière de réchauffement climatique. Donc c'est en fait assez con pour dire les choses franchement. Et puis vous avez un courant que je défends qui est l'écomodernisme avec l'économie circulaire et qui repose sur deux idées que je trouve géniales, peut-être on va en parler, qui sont le découplage et le vrai recyclage. C'est pas trier les poubelles, c'est rompre avec la logique des premières révolutions industrielles pour concevoir tous les produits industriels de manière qu'en fin de parcours ils puissent être désassemblés et donc recyclés. Avec un slogan que j'aime bien, la nature n'a pas de poubelle. Ça paraît bête, mais c'est très profond. C'est pas du tout idiot. Dans la nature, il n'y a pas de poubelle, tout est recyclé. Avant de détailler tout ça, Luc Ferry, comment vous avez réagi aux affiches de campagne de Julien Bayou qui stigmatisent notamment les boomers, les personnes les plus âgées? En gros, elles en ont bien profité en oubliant de se préoccuper de la planète. Il n'en rate pas une de toute façon. Vous vous êtes senti visé, vous, ou pas? Non, écoutez, non. Visé par Bayou. Non, il y a quand même des limites à l'inhumain. Non, mais il n'en rate pas une. C'est-à-dire que ce garçon est quand même d'abord extrêmement agressif. Dans les débats, il est toujours violent et désagréable. Donc voilà. Autant je suis être radical pour obtenir quelque chose. Non, c'est pas sérieux. Autant j'aime bien discuter, par exemple, avec Yves Cochet parce que c'est un homme intelligent. Je partage pas du tout ses idées. C'est le pape du catastrophisme. Mais c'est quelqu'un qui argumente. C'est un scientifique. C'est quelqu'un qui Encore une fois, je suis en désaccord à peu près sur tout avec lui, mais c'est toujours avec lui une conversation qui est argumentée, si vous voulez. Là, que ce soit sur l'affaire Sarah Halimi ou que ce soit sur ses affiches, il y a des gens comme ça qui sont... Vous savez, quand on recycle dans l'écologie la haine du monde moderne, du capitalisme, la haine de la liberté, la haine de la démocratie, on est toujours un peu comme... Vous savez, quand j'étais gamin, c'était les maoïstes. Il y avait 70 millions de morts en Chine, les types continuaient à applaudir. Il y a un moment où ce n'est pas des gens avec lesquels on a vraiment envie de discuter. Mais est-ce qu'on peut parler écologie sans faire forcément de la morale ou sans culpabiliser les gens? C'est la bonne question. Merci d'ailleurs, parce que c'est exactement ça, le projet écomoderniste. C'est un projet qui consiste à dire, notamment aux chefs d'entreprise, que si ils recyclent intelligemment, par exemple les voitures, il y a 5 aciers dans une voiture différents. Aujourd'hui, on les recycle tous en même temps et c'est en fin de parcours, ça fait une espèce de pâte à modeler qui est plus utilisable au bout de 3 recyclages. Si on conçoit les voitures pour être désassemblées, par exemple au bout de 100 000 km, on va pouvoir recycler ces 5 aciers différemment et donc on va pouvoir gagner beaucoup d'argent en vérité parce qu'on va pouvoir réutiliser. Et donc, pourquoi je vous donne cet exemple par rapport à votre question, c'est que si vous expliquez aux chefs d'entreprise, au lieu de leur proposer des punitions et de la décroissance au nom de la morale, d'une espèce de culpabilité permanente, si vous leur dites, mais là vous pouvez faire de l'écologie vraiment intelligente et gagner de l'argent en même temps, on a là une écologie qui s'appuie sur l'intelligence et pas sur la morale, c'est pas la même chose. L'intelligence, ça veut dire l'intérêt bien compris. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai traduit un texte de Kant dans la Pléiade qui s'appelait Le projet de paix perpétuelle. Et puis dans ce texte de Kant, que je m'étais amusé à traduire à l'époque, il y a très longtemps, il y a un petit passage où Kant dit que même un peuple de démons
pourrait arriver à une société juste pourvu qu'il soit doté d'intelligence. Ça veut dire pourvu qu'il comprenne son intérêt. Et donc là, c'est exactement ce que défendent les écomodernistes, au fond, c'est qu'on n'a pas besoin de culpabiliser les gens. Il suffit de faire comprendre aux chefs d'entreprise que leur intérêt, c'est le surcyclage, comme il dit, c'est le vrai recyclage, rupture avec la logique linéaire des premières révolutions industrielles. Comme c'est leur intérêt, ils vont aller dans cette direction. Tandis que si vous dites aux gens, on va baisser votre revenu, on va baisser votre pouvoir d'achat, on va dire il faut pas avoir d'enfants parce qu'avoir des enfants, c'est polluer la planète, etc. Les gens vont pas rentrer là-dedans. Ouais. Mais comment vous expliquez, vous le philosophe Luc Ferry aussi, qu'il y ait ces collapsologues qui sont aujourd'hui assez présents autour de Yves Cochet, vous l'avez évoqué. Lui, il est dans cette démonstration, notre planète va s'effondrer et dans les années qui viennent, tout va s'arrêter. D'où ça vient, ça? Mais en fait, c'est assez intéressant. Son livre est passionnant, d'ailleurs. Je vais faire de la pub pour Yves Cochet. Il a écrit un livre qui s'appelle « Devant l'effondrement ». Voilà. Et dans ce livre, il commence par une phrase que j'ai beaucoup citée dans mon livre. Je n'ai pas cité que ça, évidemment. J'ai lu son livre crayon en main, très attentivement. Il dit « La catastrophe est possible en 2020. Elle est probable en 2025. Elle est certaine en 2030. Il dit même pas la catastrophe, il dit la fin du monde. Et il dit, il y en a qui vont lui donner raison en disant, vous avez vu, il y a un virus qui arrive et qui met la planète à terre. En même temps, et moi je réponds tout de suite, en un an, on a trouvé la parade au virus qu'on n'avait jamais fait dans toute l'histoire de l'humanité. On a trouvé Pfizer. C'est la mondialisation libérale. Quand vous prenez Pfizer, Moderna, Pfizer-BioNTech, c'est l'entreprise la plus typique de la mondialisation libérale. En un an, ils ont trouvé la parade, ce qu'on n'avait jamais fait. Regardez pour le sida, le temps qu'on a mis. Et donc, c'est la mondialisation libérale, non pas qui a produit le virus, ni même qui l'a répandu. C'est elle qui a trouvé la parade, parce que le virus, il est venu de marchés chinois archaïques dans un pays communiste. Donc, rien à voir avec la mondialisation libérale. Et pour revenir quand même à cette pensée fondamentale de beaucoup de gens il annonce qu'il y aura 4 on a l'impression qu'ils souhaitent l'effondrement en même temps. Non, c'est pas ça. Certains, pas. Non, ce que dit Yves Cochet, il faut bien comprendre son raisonnement. Moi, je ne partage encore une fois absolument pas son idée, j'y crois pas une seconde. Mais il faut pas caricaturer, parce que sa thèse est intéressante. En plus, son livre est passionnant. Ce qui l'intéresse, c'est de préparer le monde d'après, comme dans les films catastrophes. Et donc, il explique comment on vivra après, sans essence, sans électricité, sans voiture, même pas de vélo, parce qu'on n'aura plus de caoutchouc pour faire les pneus. Donc, on n'aura plus rien. Et donc, comment on sera obligé de s'organiser en biorégion. Et donc, ce qu'il décrit, c'est vraiment comme dans les grands films catastrophes, c'est comme dans Walking Dead, c'est la série. Donc, c'est le monde d'après la catastrophe, où il y aura eu 4 milliards de morts, etc. Et donc, on ne peut pas du tout lui reprocher ce que fait un de mes amis, Jean-Pierre Dupuis, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, et qui dit, mais c'est terrible ce que disent Pablo Servigne ou Yves Cochet, parce qu'ils démobilisent les militants écologistes en disant, mais de toute façon, la catastrophe est inévitable, c'est pas la peine Yves Cochet dit, ne vous alarmez pas, c'est la catastrophe, c'est pas la peine, c'est trop tard. Mais en fait, c'est pas du tout qu'ils restent les bras ballants. Ils disent, ce que je veux organiser, c'est le monde d'après. Donc, je crois absolument rien de son scénario. Mais est-ce que c'est pas parce que dans notre société, il y a moins d'espoir, moins de croyances, peut-être qui disparaissent, et résultat, on va vers ces pensées sombres et noires, quoi. Ça nous amènera peut-être à la mort tout à l'heure. Mais c'est ce que vous dites, bien, c'est totalement vrai, mais c'est encore plus profond que ça, si je peux me permettre. C'est-à-dire que c'est exactement ça, mais il faut l'analyser. Quand vous regardez depuis 50 ans ce qui s'est passé en France, et ça vaut à peu près pour toute l'Europe, quand j'étais gamin, en 68, le Parti communiste était à 25%, religion de salut terrestre, s'il en est, ça donnait du sens. Mon vieil ami Henri Weber, qui a été malheureusement emporté par le coronavirus, mais je l'aimais beaucoup, sénateur socialiste, il était un des fondateurs de la LCR, trotskiste, on était vraiment, moi j'ai toujours été gaulliste, on n'était vraiment pas du même bord, mais il me disait, quand le marxisme s'est effondré, j'ai perdu le sens de ma vie. Voilà. Et donc, puis de l'autre côté, vous avez les catholiques. En 1950, 90% des Français étaient baptisés. C'était donc Camillo et Pépone. Les communistes étaient baptisés aussi. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Et donc, ces deux grandes religions, le salut terrestre et salut céleste, se sont effondrées. Aujourd'hui, il y a 40% de catholiques en France. Il y en avait 90% ou 85% quand j'étais gamin. Et donc, écoutez bien ça, parce que c'est la clé de compréhension du monde. Pour moi, c'est la clé la plus importante. Je peux le dire en une phrase. Quand les grandes religions s'effondrent, communisme et christianisme en Europe, qu'est-ce qui reste ? Mon ami,
mes amis, il reste le nombril. Et on en a tous un. On y tient beaucoup. Ça s'appelle le souci de soi chez Foucault, le narcissisme absolu. Et quand il n'y a plus que le souci de soi, que les grandes transcendances, les grandes causes pour lesquelles on pouvait donner sa vie, à la limite, ont disparu, il reste le souci de soi. Et le souci de soi, ça devient le bien-être, la santé, la psychologie positive. Frédéric Lenoir, Christophe André, les leçons de bonheur en 15 leçons, le développement personnel, etc. Et du coup, l'écologie, évidemment. Et donc, l'écologie, Alain Lipietz avait écrit un livre, un de nos leaders écologistes avait écrit un livre qui s'appelait Vers Espérance, dans lequel il disait, il était maoïste avant, je suis arrivé au vert par le rouge, le maoïsme s'est effondré, mais pour continuer la lutte contre les sociétés capitalistes, l'écologie, c'est ce qui remplace le maoïsme. Eh bien, pour nous appeler 0826 300 300 pour évoquer l'écologie et poser vos questions à Luc Ferry, c'est dans un instant, ne bougez pas, c'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h. Et 9h33, merci d'être avec nous. Luc Ferry est avec nous, auteur de ce livre, Les 7 écologies aux éditions de l'Observatoire. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Juste avant, Luc Ferry, si la France se serre la ceinture, est-ce que, sincèrement, ça changera quelque chose, vu de la planète ou sur... Non, c'est pour ça que la décroissance molle, qui est souvent le développement durable, ne sert absolument à rien. Je vais y aller carrément, même si la France disparaissait de la planète, la totale, les 67 millions de Français, et toute l'industrie française, les avions, tout ça, tout disparaissait, ça ne changerait pas 1 pour 1000 du réchauffement climatique. Donc c'est pas le sujet. Donc ce qu'on fait en brimant un peu les libertés n'a pas de sens. Et donc soit on fait la vraie décroissance, et dans ce cas-là, il faut, comme le dit Serge Latouche, il faut diminuer le revenu des Français par 4 et cesser la consommation, arrêter les voitures, les avions, etc. Regardez le mouvement des Gilets jaunes, je souhaite bonne chance à un gouvernement qui annoncerait qu'on va diviser le revenu des Français par 3 ou même par 2 ou même simplement le diminuer de 10%. Donc vous mettez déjà la France à feu et à sang pendant 2 ans, simplement en passant de 90 à 80 km/h en augmentant. Oui, bien sûr. Donc sur les 193 pays de l'ONU, il n'y en a pas un seul qui défend la décroissance. Joe Biden, les écologistes ont applaudi, mais enfin on plaisante. Joe Biden met 2 milliards de dollars pour relancer la machine capitaliste et le productivisme. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc soit vous faites de la décroissance, mais le problème c'est que personne n'en veut. D'ailleurs c'est le raisonnement d'Yves Cochet. Pourquoi il dit c'est la catastrophe? Parce que personne ne veut de la décroissance. Bon, si on faisait la décroissance, peut-être qu'on pourrait tenir, mais personne ne veut. Et dans ce cas-là, l'autre projet, si on est vraiment écologiste, ce que je suis, c'est évidemment l'écomodernisme. Donc le découplage et le recyclage. Je n'ai pas encore parlé du découplage, mais c'est vraiment la grande idée. Allons-y sur le découpage. Le recyclage, on a compris. Ça, oui, en gros. Oui, mais les gens sont conscients aujourd'hui et ils participent de plus en plus. Non, parce que c'est pas le surcyclage qu'ils font. Ils font du recyclage bête. C'est rentrer les poubelles, mais c'est pas ça. Attendez, c'est parce qu'on leur dit de faire ça. Oui, mais c'est pas de leur faute. Oui. Mais le surcyclage, comme ils disent, les écomodernistes, c'est vraiment une idée. On repose sur l'intelligence et pas sur la morale. Et 2, très important, c'est une rupture radicale avec le capitalisme traditionnel. Donc là aussi, c'est quand même des anticapitalistes au sens traditionnel. Mais ils sont pour le productivisme, pour le capitalisme, mais pas celui des premières révolutions industrielles. Donc c'est quand même très important de dire ça, parce que c'est un point commun, malgré tout, avec les radicaux. Et donc c'est pas un projet mou, c'est un projet radical. C'est ça qui est intéressant aussi pour des jeunes, par exemple, qui voudraient s'engager. Le découplage, c'est quoi? C'est l'idée qu'il y a d'ores et déjà 4 milliards d'individus, il y a 8 milliards d'humains sur la planète, en gros. Il y a 4 milliards d'individus qui vivent d'ores et déjà sur 4% du territoire de la planète, mais dans des villes qui sont très mal organisées. Les villes sont très bêtes aujourd'hui. Il y a l'endroit où je vais faire mes courses, il y a l'endroit où j'habite, il y a l'endroit où les enfants vont à l'école, il y a l'endroit où je vais aller au cinéma. Enfin, ils sont ouverts, etc. Et donc, on a des villes où on perd des milliards de kilomètres par an. Donc ça se compte en gaz à effet de serre, ça se compte en temps perdu, en accidents, en hôpitaux, etc. Bon. Et donc l'idée, c'est de réorganiser complètement les villes pour qu'elles soient vivables. C'est ce qu'on appelle la ville du quart d'heure. Je pourrais développer ça, mais c'est vraiment une idée intéressante. Et d'autre part, mais ça veut dire qu'on ne sort plus d'autour de chez soi. Mais pas du tout, au contraire. On sort, on habite dans des villes, mettons qu'on occupe 10 ou 15% du territoire de la planète. Donc il y a des petites fermes qui continuent à exister, des gens qui vivent à la campagne, on ne va pas obliger tout le monde à être en ville, mais ça veut dire qu'en gros 80% ou mettons 70%, si vous voulez, de la planète pourrait être réorganisée en une merveilleuse, au fond, un parc naturel de reproduction, de biodiversité, de biomasse et d'absorption des gaz à effet de serre. Mais on pourrait y aller. Quand vous avez des parcs naturels, je sais pas moi, Port-Cros en France, par exemple, qui est sublime, vous avez des parcs aux États-Unis qui sont
absolument magnifiques sur des milliers de kilomètres carrés. Bon, vous pouvez aller dedans, vous pouvez aller vous balader dedans, mais l'idée, ce serait donc de faire en sorte que, mettons, seulement 70% de la planète soit réorganisée en parc naturel. Alors, biodiversité, biomasse et absorption des gaz à effet de serre. Des endroits où on ne pourrait pas y vivre, mais simplement on pourrait y aller. On pourrait y aller, aller pique-niquer, se balader. En revanche, de promiscuité et de concentration urbaine quand même aussi dans les villes à côté de ça, et de pollution. Parce que c'est les villes qui polluent aussi beaucoup aujourd'hui. Justement, la ville du quart d'heure, elle pollue plus. C'est ça l'avantage, c'est que justement, déjà, si vous supprimez des milliards de kilomètres perdus chaque année, déjà vous polluez beaucoup moins. On fait de la permaculture ensuite dans ces villes. Et donc, j'ai un chapitre dans mon livre où je décris la ville du futur. Alors évidemment, on se dit tout de suite, mais dans des vieilles villes comme Paris, comment on fait? Mais alors là, il y a un architecte colombien notamment qui défend là-dessus sur les villes anciennes des idées de réorganisation qui sont très intelligentes. C'est que on a quantité de bâtiments qui sont fermés le jour ou fermés la nuit. Par exemple, les boîtes de nuit, le jour c'est fermé, et les lycées, la nuit c'est fermé. Bon, et donc il y a une manière de réorganiser la ville pour qu'elle soit beaucoup plus vivable, et puis de toute façon on n'obligerait personne à se concentrer en ville. Là encore une fois, je vous donne le chiffre, c'est 4 milliards sur 4% de la planète. Bon, on est 8 milliards, donc mettons même qu'on soit 8 milliards sur 30% de la planète, donc il y aurait des gens qui continueraient à habiter où ils veulent à la campagne. Bon, mais vous auriez, l'idée ce serait que l'État, parce que c'est pas des néolibéraux, que l'État oblige en quelque sorte à organiser 70% de la planète en réserve naturelle. Alors, ça, c'est une grande idée. Allez, question pour vous. 0826 300 300 avec Philippe qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Oui, bonjour Philippe. Fonvielle. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Écoutez, cette discussion est passionnante. Je suis moi-même en plein dans ce débat et Patrice Roger le sait très bien au travers de la revue PKB que je lui avais présentée. Ah oui, absolument, voilà. Oui, c'est vrai. Et si vous voulez, je suis en plein dans ce qu'on appelle l'intelligence écologique. D'ailleurs, j'ai formé un club qui s'appelle l'Intelligence Écologique Club. Ouais. Et je termine toujours mes conférences par la question suivante. Il fait nuit, la route est verglacée, il fait moins 15, il y a du brouillard. La voiture a les pneus lisses, le pare-brise fendu, les freins ne marchent plus, le conducteur est complètement ivre. Question, est-ce que vous montez dans cette voiture? La moitié des gens va dire oui, ils vont se faire qualifier d'optimistes. L'autre moitié va dire non, ils vont se faire qualifier de pessimistes. Et moi je réponds, je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis simplement lucide. Et la lucidité, c'est simplement de dire, premièrement, la nature, elle fait ce qu'elle veut. Ouais. Du brouillard, du verglas, etc. De la nuit, du jour, du chaud, du froid. L'homme, lui, cette voiture-là ne devrait pas être sur la route. Et c'est de sa responsabilité. Cette voiture-là ne devrait pas avoir le droit de circuler. Alors, et ensuite, pour terminer, le chauffeur alcoolique est un criminel. Eh bien, c'est ça la lucidité. Et c'est collectif. Si tout le monde répond à cette question et prend conscience de nos responsabilités, à ce moment-là, on ira vers les chemins dont parle Luc Ferry. Ouais. Bon, vous avez une vision quand même très pessimiste, mais en même temps, je trouve c'est que le monde va formidablement bien. Moi, il va merveilleusement mieux que dans les années 30. Vous avez Hitler et Staline. Bon, vous allez avoir une guerre mondiale, la deuxième, qui fait 65 millions de morts. Bon, alors les mecs qui me disent ah non, c'était beaucoup mieux avant, je leur dis mais attendez, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Bon, donc en France et dans beaucoup de pays d'Europe, en Suisse, c'est le droit de vote des femmes, c'est 1991. Donc il faut quand même rappeler les choses. Donc les gens qui veulent revenir au monde d'avant et qui disent qu'on est dans un camion fou, délire totalement. On est dans un monde qui va 1000 fois mieux qu'avant. Et je reviens même aux années 60. Non mais il dit, Philippe, pour la planète, quoi, pour notre environnement. Même pour la planète, les guerres, ça pollue. Et ça tue, un peu plus. Bon. Et donc je reviens aux années 60, où je commence à ouvrir les yeux. Révolution culturelle chinoise, 70 millions de morts. Je vais en Amérique latine, j'ai Pinochet, Videla, que des criminels fous. Je vais dans les pays de l'Est et j'y vais. Je fais mes études en Allemagne, je vais à Berlin. C'est la désolation, l'abomination, etc. Et puis je vais vous dire, c'est polluant, les pays de l'Est, c'est polluant, la Chine de Mao, etc. Donc on est, que ce soit en termes d'humanité, en termes d'humanisme, ou que ce soit en termes de nature, on est dans les années 60 dans la catastrophe absolue. Bon, aujourd'hui, on a une prise de conscience, on n'est pas du tout dans une voiture folle, on est dans une prise de conscience extraordinaire, on a tous les moyens de régler le problème climatique. Je vous donnais tout à l'heure aussi sur la question de la pandémie l'exemple de Pfizer-BioNTech, où en un an,
ce qu'on n'a jamais fait. Voilà, un miracle. Bon, on met en place une réponse à ce fichu virus qui, encore une fois, est venu d'un marché chinois archaïque dans un pays communiste et pas de la mondialisation libérale. Donc on a une prise de conscience et on a tous les moyens techniques de résoudre les problèmes de l'humanité. Après, c'est une question de choix. Donc on est tout sauf une voiture folle. Jamais l'humanité n'a été en meilleur état qu'aujourd'hui. Et donc la preuve, tenez, juste un exemple parmi 1000 autres, mais l'espérance de vie, il faut quand même reprendre les chiffres de l'espérance de vie. Au Moyen-Âge, elle est de 20 ans en France. En 1960... 20 ans, non. 20 ans, 22 ans. Moyen-Âge. Au début du Moyen-Âge, elle est de 14 ans. Bon, dans la fin du Moyen-Âge, elle est de 20 ans. Mais regardez les chiffres qu'on a qui sont là, ceux-là attestés, plus faciles à documenter. Quand Victor Hugo publie Les Misérables en 1858, si mes souvenirs sont bons, l'espérance de vie est de 35 ans. En 1900, je vous donne la moyenne homme-femme. L'espérance de vie des Français est de 45 ans. Et je parle hors guerre, évidemment. À ma naissance, en 1951, hélas, je suis un vieux mammifère, l'espérance de vie est de 62 ans. Statistiquement, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'espérance de vie est de 85 ans pour les femmes et de 80 ans pour les hommes. Donc les gens qui disent tout est pollué, ça va mal, c'est pire qu'avant, enfin ils déconnent complètement. Ça va beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Et nous avons tous les moyens intellectuels et techniques et scientifiques de résoudre les problèmes. Après, c'est une question de volonté politique. Philippe, vous êtes d'accord avec ce constat c'est impossible de ne pas être d'accord, il est factuel. Évidemment, c'est justement là où je le rejoins, c'est-à-dire que c'est de notre responsabilité de bien se comporter, d'avoir le bon outil, la bonne voiture, de ne pas prendre la route quand on a bu, et quand il y a du verglas aussi, si vous voulez. On est d'accord. Si on sait gérer, et c'est ça que j'appelle la lucidité, voilà, si on sait gérer, et je suis membre de l'Institut de l'économie circulaire, donc je sais de quoi je parle aussi sur le problème du recyclage, et Luc Ferry a raison quand il dit la meilleure recycleur, c'est la nature. Parce que, d'ailleurs, on fait que de la copier tout le temps. Elle a tout inventé, donc suivons-la, parce qu'elle a des milliards d'années, et elle en a traversé des cataclysmes et des choses. Voilà, donc si vous voulez, suivons les bons conseils de la nature. Si on s'adapte, il y a plein d'intelligence partout, et on voit que les gens peuvent réagir et recréer un espace vivable, à la condition évidemment d'arrêter cette absurdité. Quand vous parlez du trafic en région parisienne, vous avez absolument raison. C'est quand vous avez 500 ou 600 kilomètres de bouchons par jour, le temps perdu, l'énergie, c'est fou. On est d'accord. Ça me fait plaisir. Luc Ferry, un mot, on va marquer une pause et on va continuer. Parce que c'est un sujet très, très amusant et très intellectuellement passionnant. Qu'est-ce qu'on doit imiter dans la nature ? Qu'est-ce qui est le bon modèle ? La nature n'a pas de poubelle, ça c'est le bon modèle. En revanche, la nature, c'est Darwin. C'est pas la nature d'Aristote aujourd'hui, c'est pas une nature harmonieuse, c'est une nature dans laquelle les faibles disparaissent. Il y a un proverbe africain que j'aime bien parce qu'il me fait rire et qui dit: quand tu es poursuivi par le lion, il est inutile de courir plus vite que le lion, il suffit de courir plus vite que ton voisin. Voilà, la nature c'est ça. Et si le voisin est handicapé, vieux et malade, c'est tout bénéfice. Donc faites attention, ce qu'on va imiter dans la nature, c'est le recyclage, parce que ça c'est génial, mais en même temps on va pas imiter le darwinisme, parce que sinon il y aurait pas de retraite, il y aurait pas de protection sociale, on ferait monter les vieux comme moi au cocotier et on secourait là. On reviendra d'ailleurs sur les produits crétins. Je crois que vous alliez revenir sur le cocotier. Non, peut-être si vous voulez aussi. J'irai peut-être avec vous sur un cocotier, mais pas tout de suite. Restez avec nous, on revient dans un instant. On revient dans un instant. Est-ce que vous mangerez, et est-ce qu'on mangera encore aussi de la viande demain ? Luc Ferry apporte quelques réponses dans son livre. Restez avec nous. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et pourtant... Il est 9h48 ce matin. Luc Ferry est avec nous. Les 7 écologies aux éditions de l'Observatoire, et vos appels 0826 300 300. Est-ce que on parlait tout à l'heure de recyclage et vous évoquiez les produits crétins, c'est-à-dire que les produits aujourd'hui, et vous pointez un peu les cosmétiques par exemple. Oui, c'est dans le livre de mon ami Jean Stone qui s'appelle Les clés du futur, il y a un chapitre très intéressant sur les produits crétins. Donc lui, c'est un adepte de l'économie circulaire. Ce sont ces produits, il donne des exemples, alors je les ai plus tous en tête, mais notamment dans les cosmétiques, dans les shampoings, dans les crèmes, etc., de produits dans lesquels on met des ingrédients qui sont nocifs, aussi bien pour l'être humain que dans la nature, et on met d'autres ingrédients pour corriger les produits nocifs qu'on a mis dedans. Et il donne un exemple d'un shampoing où il y a une vingtaine d'ingrédients qui sont tous nocifs, mais les uns essayant de combattre la nocivité des premiers, et puis alors les troisièmes combattant la nocivité des deuxièmes, qui combattaient la nocivité des premiers. Voilà. Et donc, ce qu'il explique, et c'est la grande thèse de l'économie circulaire, c'est que si nos produits
étaient conçus non seulement pour être désassemblés en fin de parcours, mais composés d'éléments qui soient, lorsqu'ils se décomposent sur le sol, 100% utiles, voilà, qui soient utiles. Et les éco-modernistes, enfin, il y a un livre d'un chimiste allemand et d'un architecte américain, il s'appelle McDonough et Braungart, il s'appelle From Cradle to Cradle, du berceau au berceau, et non pas du berceau au tombeau. Donc c'est une image du recyclage. Et ils disent, voilà, regardez un cerisier. Un cerisier, au mois de juin, il est plein de cerises magnifiques. Il y a des humains qui vont en manger, il y a des oiseaux, les étourneaux notamment, ils adorent ça, les petits sansonnets. Bon, j'avais des cerisiers dans le jardin quand j'étais gamin, bon, j'ai vu ça X fois. Puis après, il y a des cerises qui vont tomber par terre, mais quand elles vont tomber par terre et qu'elles vont commencer à pourrir, elles vont nourrir des mulots, des insectes, et puis après, elles vont nourrir la terre. Voilà. Ouais. Et regardez un pique-nique aujourd'hui, vous allez à la forêt de Fontainebleau, un pique-nique indélicat, vous avez des canettes de bière, des papiers gras, rien n'est recyclable. Si nos produits étaient conçus pour être recyclés dans la terre, si je puis dire, pour être des ingrédients, à la limite, nourrir la terre. Voilà, le pique-nique indélicat serait une bonne nouvelle. Oui, c'est ça que c'est. Voilà. Et là, ça suppose encore une fois une rupture avec le capitalisme traditionnel. Alors, au départ, le capitalisme, il s'en fout complètement de ça. Il est totalement polluant, il est linéaire et polluant. Ouais. Alors à propos, puisqu'on est au pique-nique, est-ce que vous emmenez demain, est-ce que vous emmènerez encore de la viande? On sait que vous défendez, et vous avez d'ailleurs combattu il y a quelques années pour le statut des animaux avec d'autres intellectuels, bien sûr, vous êtes battu. Aujourd'hui, il y a cette question, est-ce qu'on doit encore manger en fait de la viande? Pourquoi? Parce que aussi les animaux eux-mêmes, eh bien, ils vont polluer notre planète parce qu'il va falloir les alimenter. Enfin, il y a tout ce cycle. Et vous êtes plutôt favorable à une viande cellulaire. Alors, je suis pas du tout végane, parce que si les véganes, si on était végane, il y a une catastrophe, parce que les animaux d'élevage, si on ne les élevait pas pour les manger, n'existeraient pas. Nos poules, nos moutons, nos vaches, etc., ce sont des animaux qui ne peuvent pas vivre dans la nature sauvage. Donc le véganisme, ce serait la plus grande catastrophe animale qu'on puisse imaginer, parce que ce seraient des milliards d'animaux qui mourraient si on ne les élevait pas pour les manger. Donc pour moi, la question de l'élevage, c'est la question de la souffrance animale. De toute façon, ils vont mourir. À la limite, les laisser mourir de vieillesse, c'est pas non plus sympathique, c'est pas humain. Donc tuer les animaux, mais si on les tuait correctement pour les manger, ça ne me gêne pas, c'est pas ça. Mais il faut savoir que 95% de la viande consommée dans le monde aujourd'hui, je ne parle pas de la France, c'est autour de 85%, c'est de la viande produite par l'élevage industriel. Et pas par les petites fermes qu'on aime. Voilà. Et donc, ce que je défends comme idée, c'est ce qui permet aussi d'éviter des famines aujourd'hui, parce que vous le disiez tout à l'heure, mais on a quand même augmenté la population en fait mondiale, et il faut la nourrir, quoi. Bien sûr, simplement, il y a une alternative à cette viande industrielle, et qui permettrait, paradoxalement, moi j'en discutais avec mon ami Sylvie Brunet, qui a écrit un livre sur la défense des paysans, qui est formidable. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, et sur ces sujets notamment. Bon. Mais voilà, la viande cellulaire, qu'est-ce que c'est pas de la viande, c'est sur des protéines animales. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez une cellule souche sur un bœuf, un poulet, sur un mouton, ce que vous voulez, et cette cellule souche, vous la mettez en culture et vous fabriquez donc des cellules, de la protéine. Bon, alors l'idée est la suivante, c'est qu'on peut, avec cette viande cellulaire, on va y arriver très vite, on y est quasiment. Vous pouvez nourrir la planète entière. Au départ, c'était très cher, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Il reste quelques problèmes à résoudre, mais je les expose dans mon livre très honnêtement, mais c'est pas énorme, mais on va y arriver. Vous pouvez nourrir la planète entière sans émissions de gaz à effet de serre. On sait que l'élevage, c'est quand même le 3e poste de pollution de gaz à effet de serre après l'industrie et le transport, et sans souffrance animale. Donc, et en plus, vous allez protéger les petites fermes. Et il faut simplement que les petites fermes, moi je les ai connues, j'ai passé les 25 premières années de ma vie à la campagne, et je passais les vacances dans le Cantal chez mes cousins, qui étaient des paysans, qui avaient une toute petite ferme avec des petites vaches, vous savez, les vaches du Cantal. Ça a un peu disparu, ça, en fait, quoi. Il y en a de moins en moins. Bouffé, non pas par la viande cellulaire, mais par l'industrie. Et voilà. Bien sûr. Et donc, en fait, cette viande cellulaire ou ces protéines animales, ça concurrencerait l'industrie, d'accord, mais pas les petites fermes, au contraire. Et ceux qui voudront leur bonne vieille côte de bœuf à l'ancienne, au contraire, pourront la trouver plus que jamais. Et donc, je pense que là, il y a un équilibre à trouver entre la viande cellulaire et les petites fermes, mais je pense que, encore une fois, nourrir l'humanité entière, sans gaz à effet de serre et sans souffrance animale, je veux dire, il faut avoir un QI de bulot pour pas être pour. Est-ce que vous êtes quand même
même d'accord avec, on revient finalement à Yves Cochet, on terminera peut-être là-dessus, pour dire comme lui que les 10 années qui viennent sont clés fondamentales pour l'avenir de notre humanité. Là. Oui, c'est-à-dire qu'on est rentré dans ce cycle. Oui, je pense que oui, c'est pour ça que nous sommes tous des écologistes, il faut le dire. Hein, les écomodernistes, je n'ai pas signé son nom, le pape de l'écomodernisme, c'est un Américain d'origine allemande qui s'appelle Michael Schellenberger, et qui est un type extrêmement intelligent, qui a été élu héros de l'écologie par le Times aux États-Unis en 2008. Et donc c'est un vrai écolo, militant du climat, etc. Ce sont des gens, vraiment, c'est pas des anti-écolos. Hein, ils sont tout aussi écologistes que Julien Bayou, enfin même beaucoup plus à mon avis, parce qu'ils disent des choses sensées, et donc et qui sont applicables, si vous voulez. Et donc voilà, oui, Yves Cochet a raison là-dessus. Les 10 années qui viennent sont des années clés. Et donc là, il faudra qu'on choisisse entre la catastrophe, la décroissance, le développement durable ou l'écomodernisme. C'est ça le choix. Alors je laisse de côté les véganes, les écoféministes et l'écologie décoloniale. J'en parle dans le livre. Oui, parce que vous dites que c'est une menace, aussi, ça, pour notre société. De toute façon, les gens qui défendent ce qu'on appelle les low-tech, les technologies basses, et c'est ce que défendent tous les décroissants, même les plus intelligents. Ils défendent le retour aux technologies basses, c'est-à-dire le moulin à café à bras, le soc de charrue, plus de bagnoles, plus d'avions, etc. Mais comme le dit mon ami Laurent Alexandre dans son livre qui est très intéressant sur l'écologie, il dit mais les technologies basses en médecine, c'est la mort. Et il donne un chiffre, 100% des leucémiques mouraient en 1950. Aujourd'hui, on guérit des mélanomes par les immunothérapies. Moi, j'ai fait trois années de biologie du cancer sérieusement. On guérit des mélanomes par les immunothérapies qui étaient mortelles il y a encore 5 ans. Voilà. Mais ça coûte très cher et c'est hyper technique. Hein. Vous supprimez les scanners, le séquençage du génome par l'intelligence artificielle, vous n'avez pas de vaccin ARN. Vous n'avez rien. Bon. Donc, que ce soit dans la lutte contre le cancer ou dans la lutte contre les pandémies, le retour au low-tech, c'est la mort. Mais ils s'en foutent parce que ce qu'ils veulent, c'est réduire la population mondiale. Et donc, ils disent très clairement, tant pis, tant mieux, les maladies ont toujours régulé, et donc si on perd 4 milliards d'individus, c'est pas grave. C'est comme ça qu'ils pensent. Un Cousteau le disait déjà, je cite la phrase de Cousteau dans mon livre, je la cite exactement, il faudrait, pour qu'on rétablisse l'équilibre avec la nature, il faudrait que 300 000 humains meurent chaque jour. Vous voyez, c'est ça qu'ils ont en tête. Donc ils s'en foutent de revenir à un système de santé qui est mortifère, qui porte la mort. Parce que pour eux, réduire la population par des pandémies, c'est une bonne chose. Merci Luc Ferry. Les 7 écologies pour une alternative au catastrophisme anti-moderne, c'est aux éditions de l'Observatoire. C'est une bonne réflexion. Il y a évidemment du factuel sur l'évolution aussi de la science et puis un regard aussi évidemment de philosophe.